Il est 8h14, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le haut-commissaire au plan. Effectivement, bienvenue sur Europe 1 et bonjour François Bayrou. Bonjour. Également président du Modem, mais d'abord haut-commissaire au plan et on parle de ce plan. Et maire de Pau. Et maire de Pau faut toujours. Pas oublier les choses essentielles. Non, nous n'oublions pas, nous en parlerons. Mais d'abord, dans le plan d'investissement de 30 milliards annoncé hier par le président, le nucléaire occupe une place de choix avec la construction à venir de mini-centrales. Comment vous expliquez, monsieur Bayrou, ce revirement, plutôt cette conversion au pragmatisme de la part du chef de l'État ? Bon, j'étais déjà venu à votre micro pour présenter la note que nous avions faite sur la production d'électricité en France, avec une question toute simple. Nous nous sommes engagés, et tout le monde affirme vouloir, produire de l'électricité sans émission de gaz à effet de serre. Si on veut pas émettre de gaz à effet de serre, il y a que deux solutions possibles, le renouvelable, les éoliennes, et vous savez que ça fait des polémiques, le photovoltaïque, et ce sont des milliers d'hectares qu'il faudrait geler sous les panneaux photovoltaïques, mais il faut le faire, il faut développer le renouvelable. Simplement, le renouvelable, comme vous savez, est intermittent. Il n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours du vent. Alors, que faire lorsque le courant électrique qui vient du soleil et du vent est absent ? Eh bien, il faut ce qu'on appelle de l'électricité pilotable qu'on peut injecter dans le réseau. Et cette électricité, il y en a que deux sortes. Toute petite, assez petite hydroélectricité, ou le nucléaire, si on ne veut pas émettre de gaz à effet de serre. Mais alors pourquoi ce bon sens, on n'y est pas pensé avant ? Est-ce que c'est le fait qu'on soit à 6 mois de la présidentielle ? Est-ce que c'est le fait que ça gronde sur les factures qui explosent ? Ça a facilité la relance du nucléaire par le président ? Non, je crois que c'est la prise de conscience qu'il porte depuis longtemps, que face aux défis climatiques, il faut des solutions qui soient des solutions réelles, concrètes, utilisables, et pas des vœux pieux. Autrement, on manque notre objectif. Vous savez que la France est, par chance, le pays du monde, sans doute, ou en tout cas, à part 2 ou 3 pays scandinaves, c'est le pays du monde qui émet le moins de gaz à effet de serre pour fabriquer son électricité. 10 fois moins que l'Allemagne, qui a abandonné le nucléaire pour faire du charbon. Et le charbon, il n'y a pas plus polluant que le charbon. Et donc, c'est cette prise de conscience-là. Pourquoi est-elle tardive ? Nous sommes à quelques mois de la fin du quinquennat, monsieur Bayrou. Vous avez publié une note, d'ailleurs très intéressante, que nous avons eu l'occasion, on l'a détaillée ici même, Électricité, le devoir de lucidité. Vous estimez avoir pesé dans le choix d'Emmanuel Macron ? Bon, je pense que oui. En tout cas, tout ce qui permet de rouvrir un débat qu'on croyait fermé. Il y a 1 an, à ce micro, vous auriez dit, écoutez, franchement, le nucléaire, c'est plus à la mode. Non, moi je l'aurais pas dit. Mais beaucoup le disaient dans la majorité. C'est pour ça qu'on s'étonne de ce revirement. Partout. Non, c'est pas. Pour moi, ce n'est pas un revirement, c'est une prise de conscience. Et c'est une prise de conscience commandée par les engagements que nous avons pris, que la France a pris, d'être un pays ou le pays leader dans la transition énergétique pour défendre le climat. Il faut mesurer que si nous continuons comme ça, ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays européens, ils se prétendent vertueux. Et ils sortent du nucléaire parce que ça fait plaisir à une partie de leur opinion, mais ils remplacent le nucléaire qui n'émet pas de gaz à effet de serre, 0, ils le remplacent par du charbon. Oui. C'est-à-dire le pire du pire de ce qu'on peut faire en utilisation. Nous sommes d'accord. Mais monsieur Bayrou, est-ce que le président, on veut comprendre ce matin, est-ce que le président qui a fermé Fessenheim, certes dans la continuité de François Hollande, est-ce que le président qui a nommé Nicolas Hulot, antinucléaire notoire, est-ce que le président qui a nommé Barbara Pompili, ministre de la Transition, qui a dit ceci un jour, on peut se passer du nucléaire. Est-ce que ce président est vraiment crédible en chantre du nucléaire ? Non, mais d'abord en chantre, vous présentez les choses de manière un peu tendancieuse. Il n'y aura pas de responsable français, quel que soit son nom et quelle que soit sa fonction, qui proposera de respecter les engagements que la France a pris de ne plus émettre de gaz à effet de serre en fabriquant de l'électricité, s'il ne prend pas en compte la nécessité de produire de l'électricité. Regardez, il n'y a pas que la production, il y a la consommation. Bien sûr. Ce que tout le monde dit, ce que toutes les organisations de protection de l'environnement disent, c'est qu'il va falloir avoir un recours multiplié à l'électricité. Électrification de la mobilité,
mobilité, comme on dit, c'est-à-dire des voitures, des bus, des poids lourds, et puis électrification des usages à la maison, chauffage, tous les usages électriques. Tout le monde dit, il faut maintenant multiplier l'électricité. Donc et nous alors, sommes d'accord sur le diagnostic. Qui va la produire? Bon, bien. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin? Parce que le président François Bayrou a parlé de ces petits réacteurs, ces mini-centrales, les small modular reactors. Ce n'est pas pour demain. Valérie Pécresse ou Éric Zemmour vont beaucoup plus loin, parlant de nouveaux réacteurs nucléaires, les EPR, qu'il faut construire. Emmanuel Macron n'a même pas prononcé le mot hier. Pourquoi? Non, il a dit une phrase. Il faut écouter attentivement. Ah, vous avez été attentif. Oui. Vous avez entendu le mot EPR, pas moi. Non, il a dit une phrase. Il a dit il y aura d'autres décisions à prendre dans les mois qui viennent. Alors, et vous les connaissez, et lesquelles? De ce point de vue-là, je n'ai aucun doute, moi, qu'il va falloir investir, prendre la décision d'investir puissamment dans le renouvellement du parc de centrales électriques nucléaires en France. Avant la livraison de l'EPR de Flamanville, c'est-à-dire qu'il faut construire de nouveaux EPR avant cette date-là. Moi, je pense que cette question énergétique sera une question centrale dans les débats de l'élection présidentielle et que nécessairement, des décisions majeures seront à prendre dans les mois qui suivront l'élection présidentielle. C'est à 6 mois. Monsieur Bayrou, nous sommes à 6 mois. Est-ce que vous dites clairement, puisque vous pesez dans le choix du président, Monsieur Emmanuel Macron, il faut, avant la livraison de l'EPR Flamanville, il faut y aller, il faut lancer ces nouveaux EPR. Nous avons besoin, dans l'élection présidentielle, de clarifier pour le pays cette question. Vous ne me répondez pas. Non, mais si, je vous réponds. Je pense que ça ne serait pas de bonne politique ni de bonne loi de prendre la décision comme ça, tomber du ciel ex abrupto, alors que nous allons avoir un très grand débat national. Et cette question, elle doit être posée et elle doit être résolue par l'élection présidentielle. Il n'y a pas de moyen de conserver une électricité à un prix abordable, qui soit fiable, à laquelle on puisse faire appel, qui permette de répondre à l'extension considérable des besoins d'électricité en mobilité comme dans la maison, ou dans les voitures comme dans la maison, s'il n'y a pas de production d'électricité. Donc vous m'avez répondu, c'est-à-dire que pour vous, l'échéance présidentielle, le président doit véritablement, carte sur table, dire ce qu'il veut faire sur ses centrales et ses EPR. Cette question-là, il y répondra, j'en suis persuadé, il l'a dit hier entre les lignes, et il est nécessaire que nous en assumions les réponses. Ce sont de très gros investissements, et ce sont des investissements qui seuls nous permettent d'être à la hauteur du défi climatique qui se pose. Il n'y a pas d'autre solution. Nous allons passer du défi climatique, j'allais dire, à l'histoire un peu politique et même politicienne. Est-ce que vous avez un caractère, est-ce que vous l'assumez, un caractère sanguin, François Bayrou, un caractère éruptif? Un caractère rugby. Un rugby. Vous allez dire. Vous entrez dans la mêlée. Avec Richard Ferrand. Bah oui, il y a des moments, on en rit souvent tous les deux. Il y a des moments d'affrontement dans lesquels comment dirais-je, les habitudes du rugby peuvent trouver leur place, oui. Quand même, ça donne une image particulière. C'est dans un livre autour d'Emmanuel Macron où il l'est dit, il y a une passe d'armes, vous en êtes quasiment venu aux mains avec Richard Ferrand, le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron. Pas tout à fait. C'est-à-dire, que s'est-il passé? Non, il y a eu un moment d'affrontement. Je ne crois pas d'ailleurs que Richard Ferrand était le seul responsable de ce moment d'affrontement. Mais pour moi, en effet, c'était un enjeu très important que de respecter les engagements que nous avions pris de la place respective de chacun des deux mouvements dans la majorité future. Oui, parce que vous avez pesé dans l'élection d'Emmanuel Macron et vous vous attendiez à ce que cet accord passé avec les macronistes sur le nombre de circonscriptions soit respecté. Oui, alors c'est un peu difficile à suivre pour ceux qui nous écoutent, mais oui, je suis pour le respect des engagements. Je n'ai que cette ligne-là. Lorsque on tape dans la main, chez moi en tout cas, là-bas dans les Pyrénées, là où on respecte ce genre de tradition, quand on tape dans la main, c'est fait. Est-ce que vous confirmez alors, Monsieur Bayrou, ce qui est écrit dans un livre, on va le citer, c'est le livre des journalistes Davé et l'homme, le traître et le néant, à savoir que les macronistes vous ont proposé un accord, une sorte de dédommagement, car votre parti n'a pas obtenu le nombre de circonscriptions. On parle d'une somme de 4 millions d'euros. Non, tout ça, c'est des blagues. C'est des fadaises.
Donc il y a eu ce moment de tension autour du nombre de députés que nous allions avoir, et en effet, des mots malheureux ont été prononcés en disant si vous n'avez pas le nombre de députés, on peut vous garantir des ressources. Mais jamais de notre vie. Et c'était Marielle de Sarnez qui est partie, comme vous savez, qui était un protagoniste en première ligne. Et elle a évidemment éclaté de rire parce que jamais nous n'avons échangé la représentation politique contre des ressources futures. Non, mais c'est intéressant, c'est que ça vous a été proposé. Oui, enfin. Oui, vous me dites que ça vous a été proposé. Ce sont des pratiques que nous n'avalisons pas. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'un livre qui est écrit sur un président, Emmanuel Macron, et le titre est quand même assez éloquent, Le traître et le néant, que les journalistes n'ont pas rencontré? Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Ce genre de titre, c'est fait pour faire vendre. Hein, c'est pas fait pour rendre compte du contenu d'un livre. C'est fait pour faire vendre. Deuxièmement, écrire un livre sur quelqu'un sans le rencontrer, c'est en effet un peu étrange. Troisièmement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Un condensé, je vais vous dire, je l'ai lu, de traîtrise, de manipulation, de petits calculs, et on se dit c'est ça le nouveau monde en le lisant? Eh bien, la certitude qui est la mienne, c'est que la fonction présidentielle et l'homme qui remplit cette fonction, eux, ne sont pas dans les petites manœuvres. Ce que j'ai vu pendant 5 ans, alors là j'atteste, pour avoir été présent, j'allais dire chaque jour, c'est que jamais les manœuvres, les petites ruses n'ont occupé la moindre place dans les décisions d'État qui ont été prises. C'est pour ça que vous soutiendrez de nouveau le président en 2022 ? S'il se présente, évidemment. Mais vous comprenez ça, chaque jour, un président de la République, il est face à des enjeux qui sont des enjeux nationaux, des enjeux pour le pays, où chaque famille, chaque mère et père de famille et chaque enfant est concerné. Mais nous ne sommes pas naïfs. Il y a aussi des batailles, il y a aussi des calculs politiques, voire politiciens, Monsieur Bayrou. C'est la vie politique. Je suis en désaccord avec l'idée selon laquelle tout serait constamment tiré vers le bas. Par des regards, des commentaires, des pseudo-décryptages qui visent à faire croire que tout est moche. Ce que je vois, ce que j'ai vu et ce que j'entends tous les jours, c'est que précisément les décisions sont prises en fonction d'enjeux qui vont loin, qui porte à l'intérêt du pays. 2 questions et puis une réaction à ce que l'on vient d'apprendre. Je vous le soumettrai dans quelques instants, Monsieur Bayrou. Est-ce que vous avez tiré d'ailleurs un trait définitif sur ce que vous croyez être votre destin présidentiel? J'ai pas posé la question. Est-ce que pour vous c'est terminé? Un trait définitif. Non. Je suis par vocation un citoyen. Qu'est-ce que c'est un citoyen? Non, mais attendez, c'est quelqu'un. Ne tournons pas autour du pot. C'est-à-dire que ce matin, vous pouvez être encore candidat à une présidentielle? Attendez-moi, faut pas sourire. On peut poser des questions. Je suis très sérieuse. Mais qu'est-ce que c'est un citoyen? C'est quelqu'un qui se sent à chaque instant responsable à sa place du destin du pays. Oui, mais je le suis aussi, mais je suis pas candidate, Monsieur Bayrou. Et vous? Mais peut-être vous avez autant d'influence ou plus que beaucoup d'autres. Alors, il arrive que cette responsabilité de citoyen vous conduise à occuper d'importantes responsabilités, y compris d'opinion, et y compris à vous présenter à des élections. Je l'ai fait 3 fois. Et je vais pas vous dire que j'ai changé. Mais vous n'arrivez pas à me dire ce matin que vous ne serez plus candidat. C'est-à-dire la porte est toujours ouverte. Jamais je vous dirai des choses pareilles. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que ce matin, François Bayrou peut être encore candidat à la présidentielle. Essayons d'être de bonne aloi ensemble. Je vous dis que je n'ai jamais renoncé à aucune de mes responsabilités parce que c'est ma mission. C'est pour ça que je suis engagé dans la politique. Vous savez, quelqu'un d'autre pourrait tenir le même discours ce matin. Édouard Philippe, qu'est-ce que vous pensez de son initiative, de son parti Horizon? Lui, il compte peser et votre maison commune, apparemment, il pourrait faire chambre à part dans votre maison, si je peux me permettre. Peut-être y a-t-il une différence d'appréciation. Pour moi, un parti politique, c'est un grand courant profond du pays. C'est une sensibilité, c'est une philosophie.
Et les partis politiques ne se construisent pas autour d'un destin individuel. C'est ma vision. Je suis entré dans le courant politique qui est le mien, j'avais 20 ans. Oui, mais je vous parle d'Édouard Philippe. Et donc, je sais bien qu'en parlant de lui, vous parlez de vous, mais... Non, mais c'est pourquoi je dis qu'il peut y avoir des différences d'appréciation. Elles sont réelles. Un parti politique, pour moi, ce sont des solidarités de gens qui pensent la même chose. Ça ne sont pas des solidarités construites autour seulement d'une personnalité. Mais c'est un droit constitutionnel de créer des partis politiques. Il est garanti par la Constitution. On est libre de les construire. Ma vision à moi, je voulais expliquer. C'est une vision plus profonde. Merci François Bayrou. Et qui touche pas à l'idée qu'on se fait de son avenir, qui touche à des raisons de vivre pour un pays. C'est pas la même chose, mais chacun on a noté la est différence. libre. Bon, chacun est libre, et vous l'êtes aussi, de vous porter de nouveaux candidats. On l'a bien compris ce matin. Rien n'est jamais fermé. Merci François Bayrou. Merci Sonia Mabrouk.